Ils sont mari et femme dans le privé et gérant tous deux de librairies indépendantes implantées dans des centres-villes de moyennes agglomérations. De librairies confrontées à la concurrence de la grande distribution. De situations similaires, pas tout à fait. Car si ces deux librairies se battent pour subsister, les politiques de développement urbain local ne sont pas tout à fait les mêmes. Bienvenue à Neuville-sur-Saône, une commune située au nord de Lyon. Et voici la Maison Jaune, elle emploie 5 salariés et participe au dynamisme du centre-ville de Neuville-sur-Saône. Neuville, c'est 200 commerces, 198 en activité. Donc on constate une vacance commerciale qui est très faible aujourd'hui. On a une grande diversité de commerces qui font la particularité également de ce centre-ville. Et cet aspect culturel qui est très très pointu avec justement un libraire, une médiathèque, un cinéma. Et notre rôle de manager, c'est de maintenir cette armature commerciale diversifiée avec des spécificités comme une librairie indépendante. Mais à la mi-janvier 2017, les commerçants de Neuville apprennent que le centre commercial Leclerc voisin va doubler de surface et installer un espace culturel de 1400 m². Ma réaction a été tout d'abord d'être stupéfaite de l'apprendre de cette façon-là. J'ai découvert ensuite que les gens de la ville et la municipalité l'avaient appris depuis très peu de temps aussi. Et ensuite, on est passé au stade qu'est-ce qu'on peut faire. Face à cette situation, la municipalité de Neuville et l'association Centre Neuville ne sont pas restées indifférentes. Avec Florence Verrier, elles ont présenté leurs doléances aux responsables du projet ainsi qu'au maire de la commune où est implanté le Leclerc. Mais en vain. Pas plus de succès auprès de la CDAC, la commission départementale, qui en avril 2017 a donné un avis favorable au projet. La création d'un espace culturel Leclerc de 1400 m², de toute façon fragilisera notre centre-ville, notamment notre librairie, mais pas que. On le voit dans tous les cœurs de villes de France, une vraie fragilité et des rideaux de commerce qui ferment les uns derrière les autres dès qu'on a une installation de grande surface en périphérie très proche. J'ai pris contact avec des institutionnels, avec mon syndicat, avec d'autres librairies qui avaient vécu le même problème. Et on s'est aperçu que finalement, personne ne fait rien en fait. Et tout le monde est content de pleurer avec vous, mais ça s'arrête là. Donc moi j'avais eu vent des actions d'une association qui s'appelle En toute franchise, qui avait aidé d'autres villes qui étaient confrontées à la même problématique, et je les ai appelés. L'association, spécialisée dans les affaires liées aux abus de la grande distribution, s'est révélée efficace. La seule solution envisageable, monter un recours contre la décision de la CDAC. Et ce recours, c'est un droit constitutionnel. Il faut ensuite le défendre auprès de la CNAC, donc la Commission nationale d'aménagement commercial. À partir du moment où la CDAC a été publiée dans un journal local, cette date, ça a été le 13 mai. On avait 1 mois pour monter ce recours. Le dossier a été déposé le 12 juin. Réponse attendue dans 4 mois, en octobre. Pour nous, c'était important que la municipalité soit à nos côtés, parce qu'il me semble que le centre-ville de Neuville est quelque part un peu son capital. Le capital de cette ville. L'intérêt de cette petite ville, c'est qu'elle a su garder son centre commerçant, ce qui est rare dans les périphéries des grosses métropoles. Cap maintenant sur Montélimar, dans la Drôme. Un centre-ville charmant, mais un centre-ville en souffrance. La faute à l'existence d'une importante zone commerciale dans la périphérie sud de la commune. Elle entre en concurrence directe avec les petits commerces du centre-ville. La nouvelle librairie Baume en fait partie. Cette librairie, c'est une ancienne librairie Chapitre que j'ai repris début 2014. Il y a maintenant 3 ans et demi. Elle fait 400 m² sur 2 niveaux. Il y a 10 libraires. Et elle est ici à Montélimar, dans la rue principale de Montélimar, depuis 1902. Une librairie qui résiste, mais tout autour, nombreuses sont les enseignes qui ferment. Une situation qui n'a pas empêché la municipalité de lancer le projet d'une deuxième zone commerciale au nord de la ville. Depuis 2 ans, les commerçants se sont bien soudés pour essayer d'éviter ce projet. On est en train de gagner cette partie-là. Le maire était pour ce projet. Il avait confié ça à un promoteur, uniquement un promoteur. On s'est opposé à ça et on est en train de gagner un peu la bataille, puisque à un niveau national, ne serait-ce que pour contrer ce projet, un cinéma était en compétition et il a eu son accord à un niveau national dernièrement, vendredi dernier. Mais dans le même temps, notre centre-ville, petit à petit, se paupérise. Des boutiques ferment, des commerces s'en vont et les clients aussi.
Et pour ne pas arranger les choses, la Fnac a décidé d'ouvrir un magasin dans la zone commerciale sud. La municipalité ne s'y est pas opposée. Écoutez, moi je suis pas là pour stigmatiser la municipalité, mais c'est vrai qu'on n'est pas soutenu. Il faut qu'on se défende. Et pour se défendre, les librairies indépendantes ont plusieurs leviers. Dans un premier temps, savoir se différencier. C'est un rôle à jouer avec les associations de la ville, les associations culturelles, les associations de théâtre, de musique, de cinéma. C'est un rôle avec les bibliothèques. Et puis c'est aussi un rôle de transmission de la culture, de transmission de nos passions auprès de nos clients. Et puis la deuxième chose, c'est se dire qu'on sera plus fort en équipe. Et être plus fort en équipe, c'est travailler avec les autres commerçants de la ville, au sein des associations qui existent, ou quand elles n'existent pas, à créer. Et la dernière chose, quand on peut, malheureusement mon Télémar c'est difficile, mais quand on peut, c'est travailler aussi en partenariat avec la ville. Et quand on a la chance d'avoir un manager de centre-ville, eh bien travailler avec lui sur la manière dont on va défendre les intérêts de centre-ville. Se différencier et s'unir, et ne jamais oublier que les libraires ont un rôle qui va bien au-delà de la simple vente de livres. Bonjour, je suis Mathilde Sil, je travaille pour un bureau d'études spécialisé en urbanisme commercial. Nous accompagnons un certain nombre de villes, petites et grandes, dans leurs projets de revitalisation commerciale de centre-ville. La SLF nous a proposé d'animer avec elle ce temps de réflexion dédié à l'analyse des problématiques de dévitalisation commerciale dans les centres-villes et dans les centres-bourgs, mais aussi à proposer des solutions opérationnelles qui ont été éprouvées sur le terrain, notamment par les personnes qui participeront à la table ronde que j'animerai par la suite. Et donc, ces trois personnes qui nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui sont Wilfried Ségeau, qui est libraire à Nevers et qui pourra nous donner son point de vue de libraire, mais aussi d'élu sur la stratégie de revitalisation commerciale qui est engagée sur son centre-ville. Frédéric Marquet, qui est manager du centre-ville de Mulhouse. Mulhouse, qui est aujourd'hui l'un des plus beaux exemples de l'efficacité d'un dispositif de revitalisation commerciale lorsqu'il est mené de manière globale et animé, incarné avec autant d'énergie. Et puis Philippe Graal, qui dirige l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement qui se mobilise pour accompagner les collectivités dans leurs projets de revitalisation, de réinvestissement dans le commerce de leur centre-ville, à travers des actions de portage foncier et de réimplantation d'activités commerciales. Alors je crois que le décor a été assez bien planté par ces deux libraires qui ont exposé la situation des centres-villes dans lesquels ils travaillent, en pointant du doigt les difficultés, en pointant également l'impuissance supposée ou réelle des pouvoirs publics, et puis en proposant un certain nombre de solutions qui ont trait notamment au management de centre-ville ou aussi au rôle particulier que les libraires peuvent tenir en centre-ville. Alors cette table ronde, je vous propose de la consacrer d'abord à un temps de bilan sur la situation que vivent aujourd'hui les centres-villes, même si vous êtes sans doute les mieux informés et les premiers concernés, et surtout à présenter des exemples d'actions concrètes qui sont menées sur un certain nombre de territoires de toute taille et qui commencent à porter leurs fruits et à enrayer cette dévitalisation que l'on constate malheureusement sur un nombre de territoires de plus en plus important. Et enfin, le rôle très singulier des libraires dans leur relation au centre-ville, puisque les libraires sont à la fois des entrepreneurs locaux impliqués dans leur territoire, et ça vaut la peine de le souligner quand dans les centres-villes on a de plus en plus de grandes chaînes qui sont plus en retrait par rapport à ces problématiques locales, mais aussi en tant qu'ambassadeurs, acteurs culturels et acteurs de l'animation d'un centre-ville, à la fois sur le plan culturel mais aussi pour l'organisation d'événements, constitue un enjeu et un levier qui nous semble véritablement important et en tout cas l'un des éléments qui peuvent concourir à un dispositif de revitalisation commerciale. J'avais prévu quelques slides, s'ils peuvent être projetés à l'écran. L'objectif, c'était dans un premier temps de parler un peu de la dévitalisation, de faire de prendre un temps pour faire le bilan. Merci. De faire le bilan de cette situation qui concerne les territoires depuis déjà un certain nombre d'années, mais qui s'exprime aujourd'hui ou qui se ressent de manière beaucoup plus flagrante. Je
Je vous propose de regarder successivement ces trois cartes qui, par des points bleus, montrent la situation en 2001, des points bleus des centres-villes qui se portaient, on va dire, bien, dont l'indicateur qui est le taux de vacances commerciales, c'est-à-dire la part des locaux commerciaux qui sont vides, eh bien, était inférieure à 5 ou 6%, avec des points rouges, par contre, qui stigmatisent les centres-villes où la vacance commerciale est beaucoup plus importante. Si on voit la situation en 2000, en 2012, et aujourd'hui, on voit que les points rouges ont finalement petit à petit conquis l'ensemble du territoire. Alors, la vacance commerciale, ça n'est qu'une mesure assez imparfaite de la dévitalisation commerciale des centres-villes. Elle est imparfaite parce qu'elle essaye de comparer des situations qui sont très hétérogènes, qui d'un territoire à l'autre sont la traduction de réalités très différentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'aux yeux de l'ensemble des consommateurs du territoire, la vacance commerciale qui n'était pas très présente ou qui concernait plutôt des axes secondaires autrefois, des rues un peu à l'écart, des rues un peu en pente, pas très agréables, cette vacance concerne aujourd'hui les linéaires principaux, les axes qu'on appelle le numéro 1 dans les centres-villes, et c'est là où elle devient particulièrement alarmante. Et cette mesure de la vacance, qui ne fait que finalement, qui n'est que l'aboutissement d'un phénomène qui est déjà en cours depuis plusieurs années, où on constate des baisses de flux de clientèle dans les centres-villes, une perte de diversité commerciale aussi, particulièrement dans les villes de taille moyenne ou petite, où la diversité commerciale avec un équilibre entre l'offre alimentaire, l'offre shopping et l'offre de services était tout à fait différent de celui qu'on constate aujourd'hui, et aussi une déqualification de l'offre, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu la fermeture de commerces de qualité dans des centres-villes qui ne sont pas restés vacants, mais qui ont été remplacés par des activités peut-être moins valorisantes, moins attractives ou attractives à une échelle moins large. La vacance, finalement, ne fait que symboliser, stigmatiser cette évolution. Et elle a en tout cas permis une réelle prise de conscience à l'échelle nationale, puisque depuis quelques mois, et je crois que cet événement en témoigne fort bien, depuis quelques mois, le sujet de la dévitalisation commerciale est sur le devant de la scène, alors que sur les territoires, les élus se sont mobilisés depuis de longues années déjà pour essayer de trouver localement des solutions. On a eu aussi, il y a quelques années, un temps de prise de conscience de la déqualification des entrées de ville, avec ces articles sur la France moche, ces entrées de ville à requalifier, etc. Et aujourd'hui, on va dire depuis une année, on a une réelle prise de conscience de cette situation qui est en train de mettre à mal, en quelque sorte, ce que l'une des personnes interviewées dans le film parlait du capital du centre-ville, que je considère, moi, comme finalement le symbole de notre modèle de ville à l'européenne, ville qui repose sur un cœur de ville animé, qui est le support d'une vie collective et de lieux de rencontre, et dont les commerces sont un élément fondamental. Donc cette vacance commerciale, elle était bien moindre dans les années 2000. Elle a cru progressivement, assez lentement. En 2012, on est passé de 6 à 7% de vacances commerciales. Et cette vacance concernait plutôt des territoires un peu à l'écart. On va dire surtout la diagonale du vide en France, les territoires en désindustrialisation, des secteurs moins attractifs. On voit que dans les années 2000, on avait des métropoles qui étaient concernées par cette vacance commerciale, tandis qu'aujourd'hui, où la vacance commerciale concerne quasiment l'ensemble des centres-villes de villes petites et moyennes, elle épargne totalement les grandes métropoles qui semblent véritablement sortir leur épingle du jeu avec une attractivité très large et des enseignes qui continuent de venir en masse s'y implanter, mais elle concerne par contre quasiment l'intégralité des centres-villes et des centres-bourgs en France, et parfois même les villes touristiques qui semblaient avoir été épargnées par ce phénomène et qui petit à petit sont concernés, peut-être même le centre-ville de La Rochelle qui pour certains axes secondaires a perdu de son attractivité. Alors qu'est-ce que l'on peut identifier? Quelles sont les causes finalement de cette situation relativement alarmante? Je pense que la question du e-commerce a été très largement évoquée durant ces 2 journées. C'est sûr que la part croissante des achats réalisés sur Internet, on parle aujourd'hui de 14% sur l'ensemble, en moyenne sur l'ensemble des dépenses de consommation, mais c'est parfois beaucoup plus dans certains secteurs d'activité et particulièrement dans ce qu'on appelle les produits culturels. Ça a été beaucoup les films, les disques, mais la librairie est également très largement concernée. Donc il est certain qu'Internet a fait perdre au centre-ville et à l'ensemble des pôles commerciaux des clients et des flux de consommation. En parallèle, Internet, c'est aussi l'essor de ce que l'on appelle les plateformes collaboratives, donc Le Bon Coin, Airbnb, eBay, qui sont aussi des lieux où on peut échanger ou acheter des produits de seconde main et qui grignotent là aussi petit à petit des parts de marché sur le commerce traditionnel.
Mais là où il faut être relativement objectif, c'est que cette fragilité commerciale des centres-villes, elle est aussi liée à l'hypertrophie des surfaces commerciales en périphérie, particulièrement sur le territoire national. C'est un phénomène qu'on constate ailleurs en Europe, mais la France, qui est quand même le pays de la grande distribution, est très largement concernée par ces problématiques. On est dans une situation très paradoxale aujourd'hui où, avec Internet et des nouveaux modes de consommation, on a finalement besoin de moins de commerce pour consommer tout autant. Une partie des achats se fait de manière dématérialisée, donc les mètres carrés de boutiques sont moins utiles et on en a besoin peut-être de moins, alors que paradoxalement, on en produit chaque année un petit peu plus, puisqu'en France, on produit depuis quelques années 3 millions de mètres carrés supplémentaires, 3 millions dont seulement 15% sont affectés au centre-ville. Les 85% sont construits en périphérie et également en périurbain, autour de ces petits supermarchés qui sont parfois en tissu urbain, mais éloignés des centres. Cette situation est assez paradoxale d'être dans cette production constante d'immobilier commercial alors que la crise économique est passée par là, que la consommation est en berne. Alors, avant la crise économique, on produisait 5 millions de mètres carrés supplémentaires chaque année. On est redescendu à 3 millions, mais on a une décorrélation complète entre la production d'immobilier commercial et la croissance de la consommation qui est extrêmement lente sur le territoire national. Alors comment s'explique cette croissance de surface commerciale ? Elle s'explique de moins en moins par la réponse à un besoin de consommation locale. On est quand même sur un territoire qui est bien équipé commercialement. Les Français sont mobiles, à 20 minutes en voiture, ils ont souvent la réponse à l'ensemble de leurs besoins. Cette croissance des surfaces commerciales, elle est surtout liée à ce que l'on appelle la financiarisation de l'immobilier commercial et qui est liée au fait que l'immobilier commercial est un placement extrêmement rentable, l'immobilier commercial français particulièrement, et il est très recherché par des fonds de pension, des investisseurs institutionnels qui cherchent à placer de l'argent de manière très sécure et avec un taux de rendement qui soit relativement qualitatif. Et on a sur le marché immobilier, et notamment l'immobilier de commerce en France, énormément de capitaux à placer, et donc ils peuvent être placés à travers la construction notamment de ces fameux retail parks que l'on trouve en périphérie. J'en ai mis un exemple sur ce visuel, où on est sur de la réplique d'un milieu urbain, mais sur un fonctionnement de périphérie, donc un alignement de boîtes à chaussures avec un traitement urbain, architectural un peu plus qualitatif que ce que l'on faisait autrefois. Et ces produits-là sont vraiment des produits financiers finalement, qui servent à placer notamment des capitaux, qui répondent partiellement aux besoins de consommation, mais qui répondent aussi au constat que font les enseignes que dans les centres-villes, elles sont de plus en plus difficilement accessibles parce qu'on a des centres-villes qui ont parfois été très piétonnisés, où le stationnement est cher, où les niveaux de loyer sont très élevés, continuent de s'élever alors que les chiffres d'affaires baissent, avec des propriétaires qui n'ont pas forcément saisi dans quelle situation se trouvaient les centres-villes aujourd'hui. Et donc ces enseignes, ou certains commerces parfois indépendants, vont faire le choix de s'implanter dans ces nouveaux produits commerciaux dans les périphéries. Et ils ont eu un impact assez direct sur la dévitalisation commerciale des centres-villes. Alors on a bien sûr également des mutations de consommation qui sont venues, qui viennent aujourd'hui modifier le fonctionnement. Les pratiques de consommation étaient restées assez stables pendant une quarantaine d'années avec la mise en place de la grande distribution. On voit qu'aujourd'hui ces pratiques évoluent avec des attentes un peu contradictoires, à la recherche du prix toujours plus bas, mais aussi une quête de valeur, de sens, de rechercher un produit dont on connaît l'origine, qui a été produit plus près de soi, l'acheter aussi parfois à proximité de chez soi. C'est aussi des valeurs qui reviennent et qui là sont plutôt bénéfiques et pourraient permettre de contribuer à la revitalisation commerciale des centres-villes. Et en tout cas, ce sont des leviers qui peuvent être exploités pour ces politiques de revitalisation commerciale. Alors, les politiques publiques ne sont pas restées sans rien faire depuis une quarantaine d'années finalement, où on s'aperçoit que le commerce de la grande distribution, qui a commencé à se développer dans les années 60-70, fragilisait petit à petit les centres-villes. Quand je parle de mon métier, j'aime beaucoup dire que je suis urbaniste cardiologue, parce que je m'occupe du cœur des territoires. Quand on va chez le cardiologue, alors je n'ai pas encore fait cette expérience, j'espère que je n'aurai jamais à la faire, on vous recommande, avant de vous donner des médicaments ou des pansements, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de manger de manière équilibrée, de ne pas fumer, etc. Finalement, pour les cœurs de ville, c'est aussi le réflexe qu'il faut avoir en premier. Je pense que c'est celui que les politiques publiques doivent préconiser en premier lieu, c'est cette bonne hygiène de ville, entre guillemets. Se dire qu'on a besoin de facteurs d'attractivité et d'animation dans les centres-villes et qui ne soient pas seulement commerciaux. Les centres-villes, c'est des lieux où il faut qu'on puisse habiter, où on peut trouver également des emplois, des raisons de venir qui ne soient pas uniquement liées au commerce,
commerce, car le commerçant seul ne peut rien, il vit avec ses flux de clientèle. Lui, il sait tirer parti des flux de clientèle, mais tous les commerçants ne sont pas en capacité de les produire, de les générer. Certaines librairies sont de vraies locomotives et font venir les gens, mais les commerces qui sont autour vivent plutôt de ces flux, davantage qu'ils n'en sont à l'origine. Et c'est important que les politiques publiques prennent conscience que cette intervention, que cette réflexion globale sur la structuration du territoire mette au cœur des politiques le centre-ville, non pas seulement par des actions de revitalisation que je vais vous présenter, mais aussi par la prise de conscience que ce cœur doit être animé et attractif pour valoriser l'ensemble du corps, finalement l'ensemble de la ville, et toutes les politiques qui seront mises en place. Alors néanmoins, pour faire le point sur ces pansements et ces médicaments, on peut voir que depuis les années 80, on a eu toute une succession de dispositifs mis en place. Dans les années 80, je crois que La Rochelle en est un très bel exemple, on a eu beaucoup d'actions de mise en valeur des centres-villes, de restauration patrimoniale, mais aussi de récupération de foncier pour mettre en place des politiques ludiques, touristiques. Je crois qu'ici, Lancan est un formidable exemple. Lancan, c'était le marché aux poissons, c'était la criée de La Rochelle, qui était aussi symbolique de l'identité de La Rochelle, lié à la mer et puis bien sûr aux poissons. La criée a déménagé dans les années 90, ça a été quand même un petit traumatisme pour le territoire. Mais le lieu a été récupéré pour mettre en place une politique d'attractivité touristique large à travers le déménagement de l'aquarium, la mise en valeur de tout ce secteur, de tout ce quartier de ville au service de l'animation et de l'attractivité commerciale du centre-ville, puisque les commerces de centre-ville de La Rochelle vivent en grande partie de cette fréquentation touristique, pour du tourisme familial, balnéaire, etc., mais aussi du tourisme d'affaires. J'espère que vous y avez contribué d'ailleurs. Et cette ville de La Rochelle a assez tôt su mettre en valeur son patrimoine, son potentiel à travers la piétonisation de certaines rues, la restauration patrimoniale qui a vraiment mis au jour toute cette qualité architecturale et patrimoniale, et puis aussi à travers une politique de transport en commun, donc de bus, à La Rochelle aussi de bateaux, de vélos, c'était finalement la première ville de Vélib en France. Voilà, toutes ces actions qui ont été mises en place dans les années 80 pour améliorer l'accessibilité des centres-villes, mais aussi les rendre plus attractifs. Dans les années 90, d'autres politiques sont venues s'y greffer, notamment liées à l'animation des centralités. C'est ce qu'on appelle le management de centre-ville et qui a été exposé sur le cas de Neuville. Neuville-sur-Saône, c'est vraiment l'un des plus beaux exemples de management de centre-ville en France, avec des actions très coordonnées et une action globale à l'échelle du centre-ville et pas seulement sur l'activité commerciale. Frédéric Marquet représentera très largement le cas de Mulhouse qui a mis notamment le management, mais pas seulement au cœur de son dispositif. Donc appliquer finalement au centre-ville les recettes du centre commercial où on a un gestionnaire unique qui va mettre en place des animations pour faire venir et revenir la clientèle de manière extrêmement fréquente. Et puis pour gérer aussi le plan de marchandisage, c'est-à-dire que lorsqu'une cellule se vide en centre-ville, eh bien, il faut la réaffecter à un commerce qui contribue à l'animation commerciale de l'ensemble du dispositif, aller prospecter des enseignes, accompagner des commerçants, tout ce que l'on fait dans les centres commerciaux qui finalement a été appliqué dans les centres-villes à travers cette politique de management. Dans les années 2000, de nouvelles lois, de nouvelles réflexions ont amené les collectivités à s'impliquer à travers une action foncière sur leur centre-ville. Dans les années 2000, en 2005, on a eu la mise en place du droit de préemption sur les baux et les fonds de commerce qui a fait prendre conscience aux collectivités qu'elles pouvaient agir sur la commercialisation des centres-villes, mais aussi sur les niveaux de loyer à travers quelques petites interventions sporadiques, mais parfois stratégiques, pour donner un signe aux acteurs privés en disant « j'investis dans mon centre-ville, je vous propose de faire la même chose ». En parallèle, on a eu des démarches comme celle qui a été mise en place par la ville de Paris à travers la CEMAEST, où une structure a été dédiée à l'acquisition et au portage de locaux commerciaux, là aussi pour ramener de la diversité commerciale dans certains quartiers, ou soutenir la librairie avec plus ou moins de succès dans d'autres quartiers où la librairie était soit symbolique du territoire, soit absente. Et puis de nouveaux dispositifs qui sont venus se greffer, comme le contrat de revitalisation artisanale et commerciale qui vient d'être proposé aux collectivités depuis 2 ans et qui peuvent permettre aux collectivités de s'impliquer de manière très concrète dans le portage d'immobilier commercial. Enfin, ces derniers temps, on va dire qu'avec la baisse des dotations publiques, on a moins d'argent dans les collectivités, moins de pétrole, mais peut-être un peu plus d'idées. Et donc, la mise en place d'expérimentations, d'innovations, de nouveaux dispositifs où l'on sent que les acteurs se rejoignent, on décloisonne un peu les approches, c'est le rôle de la ville, c'est le rôle de l'acteur privé, c'est le rôle du citoyen. Et on a des démarches assez nouvelles, que je trouve assez intéressantes,
qui sont par exemple des initiatives de la part des citoyens. Je travaille en ce moment sur la ville de Saint-Étienne où on a des initiatives très très intéressantes de la part de collectifs de citoyens à travers des associations qui s'émeuvent de la situation que subissent certains quartiers du centre-ville et qui décident de travailler très activement à la recommercialisation de certains locaux. Et avec beaucoup de succès, on a un quartier notamment qui commence à changer d'image petit à petit et qui a gagné de nouvelles activités commerciales grâce à cela. Un autre qui est en cours, c'est le petit visuel ici bientôt que j'ai affiché. Donc voilà, une démarche citoyenne. On a aussi de nouveaux modes de financement sur le commerce à travers les circuits notamment ESS, tout ce qui est économie sociale et solidaire. J'ai vu des commerces de centre-bourg se monter dans des incubateurs de start-up. On a du financement participatif. On a vraiment de nouvelles démarches qui sont totalement nouvelles et qui contribuent à donner une énergie à ces centres-villes. En parallèle, on a des actions qui se poursuivent, notamment en ce qui concerne le portage foncier. L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine nous en parlera. Nous avons également la possibilité aujourd'hui d'occuper des pieds d'immeubles avec autre chose que des activités commerciales, car on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui trop de cellules commerciales par rapport au nombre de commerces qu'un territoire peut réellement faire vivre, et d'où cette vacance commerciale. Et donc, sur l'ensemble de ces cellules qui ne retrouveront plus preneur, il faut trouver des solutions, soit les réaffecter à une occupation résidentielle, soit les proposer à de nouveaux modes de travailler, de vivre. Alors, on a ces exemples de tiers-lieux, des espaces de coworking qui s'installent dans des pieds d'immeubles, on a des associations, on a des cabinets médicaux qui se réinstallent dans des pieds d'immeubles, on essaye de faire revenir des bureaux à travers des pépinières d'entreprises, là aussi dans des locaux vacants. Tout ça, petit à petit, toute cette succession de petites touches peuvent permettre de contribuer à un projet de centre-ville. Toutefois, il faut bien voir que ces petites touches, de mon point de vue, ne sont que des gadgets si elles ne sont pas au service d'une stratégie globale et d'un portage politique fort et à long terme, puisque je crois que les expériences réussies en France de revitalisation commerciale illustrent que c'est dans le temps et avec un soutien politique qui permettent de lever un certain nombre de difficultés, et notamment le fait que notre arsenal est relativement incomplet, puisque a été évoqué le sujet des CDAC et des créations de mètres carrés qui contribuent à fragiliser les centres-villes. Dans ce film d'introduction, c'était fort bien présenté. Des projets commerciaux qui déstabilisent les centres-villes, il y en a un grand nombre qui sortent en France. Les pouvoirs publics ne sont pas totalement impuissants face à ça, même si la CDAC, effectivement, autorise à 90% les projets commerciaux qui concernent le territoire. Le dispositif CDAC-CNAC, au final, permet à 90% des projets de se faire. Il y en a seulement 10% qui sont réellement refusés. Lorsqu'on écoute un promoteur privé, il va vous dire que de toute façon, il finit toujours par y arriver d'une manière ou d'une autre s'il est suffisamment tenace. Face à ça, les collectivités n'ont pas totalement les coups des franches, mais elles ont des outils. Elles ont des outils, notamment le schéma de cohérence territoriale, qui est un outil d'aménagement du territoire à une échelle assez large, avec un volet commercial, un volet dédié au commerce, qui peut donner un certain nombre de moyens. Elles ont aussi un document d'urbanisme à l'échelle locale et de plus en plus souvent intercommunal, qui est le PLU, le plan local d'urbanisme intercommunal, où là, les collectivités ont concrètement les moyens d'interdire l'implantation de commerce dans les périphéries. Et les collectivités, souvent, craignent de le faire parce qu'il y a des acteurs privés qui ont un point important, mais néanmoins, les collectivités ont la capacité de le faire lorsque ça s'inscrit dans une stratégie. Il suffit que ce projet soit défendu et clairement précisé à travers le SCOT, mais surtout dans le PLU, pour tout simplement empêcher la délivrance d'un permis de construire dans cette situation. Donc on a un certain nombre de leviers, un certain nombre d'outils de tous bords. On est aussi bien dans l'animation que dans le concret. Le tout, c'est de les mettre au service d'un projet soutenu. Et c'est là où nous avons besoin de nos élus pour le soutenir, le porter et le perpétuer dans le temps. Je crois que c'est les trois exemples que nous allons évoquer à travers la table ronde en sont d'excellents exemples. Et je voudrais tout d'abord passer la parole à Wilfried Séjot pour qu'il nous dise quel est son ressenti par rapport à la situation présentée dans ces films, qui concerne des villes moyennes dévitalisées. C'est un peu le cas de Nevers, finalement, qui est une ville assez affectée par la vacance commerciale, mais qui a un projet, puisque ce projet a été jugé suffisamment pertinent par la Caisse des dépôts pour la classer comme ville démonstrateur de nouvelles politiques publiques en faveur du commerce de centre-ville, et puis nous donner donc son point de vue de libraire et son point de vue d'élu, avant de passer la parole aux autres intervenants. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, j'interviens avec une double casquette de libraire à Nevers et aussi d'élu municipal.
mais élu municipal dans l'opposition, donc avec un statut un peu particulier, puisque le maire de Nevers était un des précurseurs du macronisme, donc avec une majorité composite. Bref, je suis élu, mais dans l'opposition. Voilà, donc Nevers, c'est une ville de 36 000 habitants qui a perdu presque 20 000 habitants en l'espace de 30 ans. Donc, comme beaucoup de villes de province, en fait, on a constaté que les centres-villes se dépeuplent essentiellement au profit de la périphérie, des communes périphériques et de ce qu'on appelle la péri-urbanisation. Je pense que dans nos réflexions, c'est aussi un élément important, cette fuite d'une partie de la population de la ville vers les territoires périurbains et même parfois vers des territoires périurbains de plus en plus éloignés des lieux de travail. Alors effectivement, Nevers est très frappé par la désertification commerciale, puisqu'on approche à peu près d'un taux de 25% de vacances commerciales. Et phénomène nouveau, une vacance commerciale qui touche désormais effectivement tous les quartiers, y compris les axes qui étaient les plus marchands, les zones piétonnes, et qui a aussi frappé des commerces considérés comme inamovibles ou traditionnels ou familiales, dont on n'imaginait jamais qu'ils pourraient fermer. Et pourtant, ces dernières années, beaucoup d'enseignes comme cela, qui plus est, qui avaient souvent un apport assez qualitatif, ont fermé. Alors, je ne veux pas dresser un tableau trop noir. Effectivement, il y a eu une prise de conscience dans cette commune et dans beaucoup d'autres. Mais en ce qui concerne Nevers, une prise de conscience encore assez récente. Donc, je pense qu'il est encore un peu tôt pour constater des résultats tangibles. Moi, je voulais revenir sur un ou deux éléments évoqués. Je crois que, en tant que libraire, en tant que citoyen, éventuellement en tant que militant, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs choses à avoir en tête et peut-être plusieurs pistes d'action intéressantes. D'abord, je crois qu'il ne faut pas hésiter à interpeller ces élus parce que dans bien des cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de schizophrénie chez nos élus locaux, qui à la fois vont tenir des discours en faveur du commerce de centre-ville, en faveur du commerce indépendant, et en même temps vont prendre des positions pour le moins molles ou pour le moins ambiguës concernant les aménagements de zones commerciales périphériques. J'ai souvent eu ce débat avec le maire de Nevers qui jusqu'à peu disait il ne faut pas opposer les types de commerce, il ne faut pas opposer commerce de centre-ville et commerce de périphérie. Maintenant, je crois qu'il faut tenir un discours très clair qui s'appuie sur un certain nombre d'études. Maintenant, il est clairement établi que le commerce de périphérie vient directement impacter le commerce de centre-ville. Ça pouvait paraître évident pour tout le monde, mais ça ne l'est pas encore dans la tête de beaucoup d'élus. Donc là, je pense qu'il y a une action d'interpellation à mener. Et effectivement, on a parlé des CDAC, donc ces commissions chambres d'enregistrement, en fait, comme cela vient d'être expliqué, qui valident quasiment tous les projets. Et souvent, dans ces CDAC, siègent également des élus locaux, siègent également des représentants des chambres de commerce et d'industrie. En tant que libraire, nous sommes commerçants, donc on est censé aussi être représentés par ces gens-là. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à les interpeller parce que dans la plupart des cas, ils soutiennent les projets de création de zones commerciales périphériques. À Nevers, une action a été menée aussi, et je crois par rapport à ce que je disais sur le logement en centre-ville, une opération d'OPH, donc opération programmée de l'amélioration de l'habitat, a été lancée, parce qu'on est aussi confronté dans ces villes-là à une dégradation, à une paupérisation de l'habitat de centre-ville, qui contribue aussi à faire que les populations fuient ces centres-villes pour aller habiter à proximité. Donc je crois que ce genre de dispositif pour améliorer l'habitat et faire revenir des habitants en centre-ville est tout à fait décisif. J'ai l'intuition que en fait le lotissement périurbain et le centre commercial et les centres commerciaux sont la même facette d'un certain mode de consommation qui tend à déserter les centres-villes. Voilà. On prend sa voiture pour aller travailler, on prend sa voiture pour aller au centre commercial et on rentre dans sa banlieue ou dans sa ville périurbaine dans laquelle en général il n'y a presque plus de commerce. De la même façon, il a été parlé des plans, des PLU intercommunaux. Je crois que c'est un outil tout à fait important sur lequel les élus doivent se mobiliser pour effectivement avoir une véritable planification et faire en sorte de limiter le développement des zones commerciales. Mais encore une fois, on constate souvent une concurrence entre les territoires et des communes périphériques qui, d'une certaine façon, apprécient de voir arriver des enseignes sur leur territoire et donc ils ne veulent pas forcément jouer le jeu et s'inscrire dans ces démarches de planification au niveau intercommunal. Là, je crois que c'est aussi un combat politique à mener pour avoir vraiment des politiques
politique d'aménagement du territoire concertée sur des territoires d'agglomération. Une action intéressante qui a été menée, et je me flatte d'en être à l'initiative puisque j'ai sollicité le maire pour qu'il mette en place cette mesure. C'est une mesure qui n'a pas encore été évoquée, qui est la taxe sur les friches commerciales. On constate que un certain nombre en tout cas de commerces de centre-ville sont amenés à fermer, non pas parce que leur chiffre d'affaires diminue, mais en général parce que leurs charges augmentent. Et parmi ces charges, souvent la principale est le loyer. Et je crois qu'il est important d'envoyer aussi un message aux propriétaires pour leur dire qu'à un moment donné, il faut peut-être faire preuve un petit peu de responsabilité, être plus raisonnable, puisqu'on a des prix de loyer qui maintenant n'ont souvent plus rien à voir avec réellement le potentiel commercial des villes. Et donc les communes peuvent mettre en place cet outil qui consiste à majorer de façon substantielle les impôts locaux pour les locaux commerciaux vides. Voilà. S'il est démontré qu'un local commercial ne fait pas d'efforts, notamment financiers, pour trouver un locataire, il est possible d'appliquer une surtaxe qui peut aller de 10 à 20% sur les impôts locaux. Donc ça peut quand même être un peu incitatif. Et ça peut aussi envoyer un signal à des propriétaires qui ont parfois la main lourde dans l'indexation des loyers. Sur ce plan-là, j'ai aussi une expérience que je voudrais vous faire partager puisque je suis allé en procès avec mon propriétaire, le propriétaire des murs de la librairie, puisqu'il a décidé d'une augmentation du loyer auquel il avait droit, sauf qu'il l'a appliqué sur 8 ans. Il me réclamait 12 000 €. Voilà, c'est jamais très agréable. Dans ces cas-là, je crois qu'il ne faut pas hésiter d'abord à se défendre, à faire appel à un conseil, notamment, moi j'ai pas hésité à faire appel à un avocat. On a souvent, sans le savoir, des contrats d'assurance qui prévoient d'être aidés dans ces circonstances. Moi, c'est mon assurance qui a pris en charge quasiment tous les frais juridiques. Et au final, on a gagné, et au lieu de payer 12 000 €, on en a payé 5 000. Et je crois que sur ces questions de loyer, il faut aussi être tous très vigilants, parce qu'il y a maintenant des nouveaux baux avec la loi Pinel, qui fait que les indexations des loyers sont désormais plus faibles que par le passé. Voilà, quelques exemples et quelques actions possibles dont je voulais parler. Après, dans la deuxième partie, je parlerai peut-être plus spécifiquement de la librairie. Merci de votre écoute. Bien, bonjour, je vais vous parler de Mulhouse. Donc là, on va pouvoir lancer. Je vais essayer d'aller relativement vite. La présentation est dense. Je vais essayer de faire les têtes de chapitre pour tenir à peu près le timing qu'on s'était donné. Et puis pour privilégier, on va dire, l'échange aussi au moment s'il y a des questions pour revenir sur les points qui vous intéressent vraiment. Je vais vous expliquer ce qui a été mis en œuvre à Mulhouse dans le cadre d'un projet qui s'est appelé Mulhouse Grand Centre. Donc d'abord resituer Mulhouse. On est donc sur une ville de 112 000 habitants, une agglomération de 275 000 habitants et une zone de chalandise de 420 000 habitants. La particularité de Mulhouse, c'est qu'on est une ville intramuros relativement pauvre. On est la 12e, la 15e ville la plus pauvre de France intramuros. Mais on a une périphérie. Sur la zone de chalandise, la moyenne des revenus est de 27% supérieure à la moyenne française. Ça s'explique par la proximité de la Suisse, de l'Allemagne, avec beaucoup de personnes qui travaillent en Suisse et qui habitent dans la zone de chalandise de Mulhouse. Ça ne solutionne pas tout, ça en fait pas un territoire particulier non plus. En 2011, c'est-à-dire il y a 6 ans, on était à 14% de taux de vacances, avec plus de 100 friches commerciales dans le centre-ville. On est aujourd'hui, sur ces 6 dernières années, à 400 ouvertures et à une baisse des locaux vacants de 44%. Sur le centre-ville. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est un travail justement d'ensemble, à la fois sur le commerce, mais aussi sur l'habitat, sur les espaces publics, sur les déplacements et sur le commerce. Donc, ce travail s'est articulé autour d'un programme qui s'est appelé Mulhouse Grand Centre. C'est 36 millions d'euros qui ont été engagés sur 6 ans sur un périmètre qui est le centre-ville élargi. Sur l'habitat, une vraie volonté de monter en gamme pour attirer, par rapport à ce que je viens d'évoquer, un public à meilleur pouvoir d'achat au centre-ville. Alors, ça ne veut pas dire sortir les pauvres pour mettre les riches. Ça veut simplement dire rééquilibrer l'offre pour avoir aussi une offre en termes de logement qui réattire un public de familles, de cadres,
au centre-ville pour, on va dire, augmenter le pouvoir d'achat moyen du centre-ville et des personnes qui y résident. Un gros travail aussi de ravalement de façade avec des subventions très attractives, puisqu'on était sur un programme sur 3 ans, 40% d'aide la première année, 25% la suivante, 15% la troisième année. Donc vraiment l'intérêt de tout déclencher en même temps, ce qui a produit plus de 200 façades aujourd'hui qui ont été rénovées sur l'ensemble du centre-ville. Un gros travail sur les espaces publics, sur l'ambiance générale du centre-ville, avec tout ça, ce sont des réponses aussi à un travail qui avait été engagé de diagnostic, avec notamment le cabinet Bérénice, mais là, sur les espaces publics, un gros travail du cabinet Mutabilis, qui mêle des compétences à la fois paysagisme, éclairage, aménagement urbain, mobilier urbain. Le centre-ville a été, on va dire, segmenté en 3 grands types de secteurs, les espaces ordinaires, les espaces singuliers, les espaces extraordinaires, pour donner une meilleure lisibilité au centre-ville et faire en sorte que intuitivement on sente si on se rapproche du cœur de ville ou si on s'en éloigne, en tout cas créer une ambiance, une cohérence avec à la fois des interventions au sol, des interventions artistiques, le principe du fil rouge qui est une sorte de parcours dans la ville qui fait avant tout émerger la couleur rouge dans le centre-ville, couleur rouge qui est liée à l'histoire de Mulhouse. Sur les déplacements, un gros travail. On ne parle pas de commerce sans parler d'accessibilité, de mobilité, faciliter donc de la circulation avec des tarifs très attractifs. On est à 2 € les 4 heures sur tous les parkings en ouvrage du centre-ville aujourd'hui. On est sur plus de 8000 places de stationnement, donc on est légèrement au-dessus de la moyenne par rapport au centre-ville. On est à peu près sur 1000 commerces au centre-ville de Mulhouse. Des places gratuites à rotation rapide, 30 minutes à différents endroits du centre-ville, et puis tous les moyens pour faciliter le paiement du stationnement, application iPhone, smartphone, paiement du parking par SMS, voilà, si vous voulez qu'on revienne sur ces sujets-là après. Mais c'est vrai que c'est, au-delà d'être un gadget, c'est un vrai confort. Je prends simplement l'application ou le SMS. Le vrai confort pour le client, c'est d'avoir l'alarme ou l'alerte 10 minutes avant la fin du temps de stationnement qu'il a payé, parce que ça le met dans un confort en se disant j'ai juste à appuyer sur un OK et mon parking je peux le prolonger à distance, je suis pas là à courir à ma voiture, je suis pas dans le stress de devoir retrouver ma voiture avant de prendre ma prune. Sur la partie commerce, donc la mise en place d'un manager du commerce que je suis en 2011, avec une triple mission. D'abord, redéfinir une stratégie de renforcement de l'attractivité du centre-ville, avec, dans les grands axes, on va dire 3 objectifs principaux qui ont découlé d'une stratégie vraiment partagée avec l'ensemble des acteurs, les agents immobiliers, les commerçants, les associations de commerçants, la CCI, la ville. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire partager au maximum cette stratégie, différencier le centre-ville donc de l'offre environnante. Moi, je veux bien qu'on cible toujours la périphérie comme étant, oui, c'est une menace, enfin plus qu'une menace, ça a un impact sur le centre-ville. Mais en même temps, il faut aussi que le centre-ville se dise qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ça et ne pas prendre la périphérie comme une fatalité. Aujourd'hui, le centre-ville a beaucoup d'atouts et il faut qu'on arrive au sein des centres-villes à se différencier au maximum pour capitaliser sur les atouts du centre-ville que la périphérie n'aura jamais. Monter en gamme pour attirer la clientèle à bon pouvoir d'achat, monter en gamme dans l'offre, monter en gamme dans l'ambiance aussi. Et puis à Mulhouse, on a voulu aussi installer une certaine identité autour de la notion de créativité. Donc ça a été la première mission, définir cette stratégie. Deuxième mission, développement commercial, je vais y revenir tout de suite, c'est la majeure partie de mon travail. Et puis un travail de proximité dans ma mission avec les commerçants installés, d'être un peu le premier interlocuteur facile, accessible, disponible pour répondre à leurs questions, les accompagner le mieux possible, à la fois au moment des ouvertures, mais aussi pour tous les commerces existants. Comment je travaille, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ce qui fait que ça fonctionne à Mulhouse, c'est qu'on travaille tous ensemble. C'est moi qui parle, mais derrière, on est à la fois avec les agents immobiliers, les associations de commerçants. J'ai la chance d'être dans une ville où les associations de commerçants sont très dynamiques. Et c'est vrai que dans d'autres villes, le manager du commerce va parfois, et c'est pas péjoratif, mais avoir un rôle d'animateur, de
de mise en place d'animation commerciale. À Mulhouse, j'ai la chance d'avoir des associations de commerçants qui sont hyper créatives, hyper dynamiques, et donc je suis plutôt là en appui, en accompagnement, en facilitateur sur la partie animation. Par contre, sur la partie développement commercial, je travaille énormément avec les agents immobiliers, dans une vraie confiance mutuelle, et je vais à la pêche ou à faire un vrai travail de prospection à la fois d'enseignes nationales et d'indépendants. Là aussi, je pense qu'il faut dépasser les réflexes d'opposition entre les enseignes nationales et les indépendants. Il faut aujourd'hui tout pour un centre-ville, et c'est tout aussi important d'avoir certaines enseignes qui sont un peu piliers, certaines enseignes qui sont un peu originales, et puis des indépendants qui vont, eux, par contre, être la vraie richesse, la vraie identité du centre-ville, parce que par définition, ce sont avant tout les indépendants qui font l'identité des centres-villes. Et donc il y a un travail à la fois pour cibler les enseignes nationales qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui sont suffisamment fortes pour renforcer globalement l'attractivité du centre-ville, celles qui sont positionnées sur des secteurs qui font défaut au centre-ville, et puis celles qui sont créatives. On essaye aujourd'hui d'attirer des enseignes qu'il n'y a pas ailleurs, à la fois en périphérie mulhousienne, mais on va dire dans un rayon de 100-150 km. On a aujourd'hui des ouvertures comme Repetto, par exemple, qui vient d'ouvrir à Mulhouse sur 130 mètres carrés. On est dans le domaine presque du luxe, et cette enseigne aujourd'hui n'est pas présente ni à Strasbourg, ni à Nancy, ni à Dijon, ni à Metz. Sa première ouverture dans le Grand Est de la France, c'est Mulhouse. Des enseignes plus accessibles comme Tiger, comme Emma, voilà, qui sont un peu ces nouvelles enseignes qu'on essaye aujourd'hui d'attirer à Mulhouse un peu avant les autres, et c'est notre façon aujourd'hui de travailler, de rendre le centre-ville de Mulhouse différent des autres, même avec les enseignes nationales. Cela dit, vous avez vu qu'on est à plus de 400 ouvertures d'enseignes nationales. Sur ces 400 ouvertures d'enseignes nationales sur ces 6 dernières années, 400 ouvertures globalement, sur ces 400 ouvertures, on est à 75% d'indépendants, ce qui vient totalement alimenter cette notion d'identité. Un des grands chantiers un peu symbole de ce travail, ça a été la Maison Engelmann. Ça a été la réappropriation d'une friche par la ville, puisque c'est la ville, à travers la SERM, qui a fait l'acquisition de cet ensemble immobilier qui était une friche depuis 6 ans, dans laquelle on a mis de l'alimentaire, avec une librairie, qui est vraiment la source on en parlera peut-être dans la deuxième partie, mais qui est vraiment la source de vie aussi de cet ensemble. On voit là, vous avez un visuel à droite de cette librairie qui est, encore une fois, la source d'animation aussi, au-delà du café, au-delà du caviste, du traiteur italien, etc. On a des conférences, on a avec donc la librairie 47 degrés Nord, Monsieur Versolato, qui est très dynamique et qui nous permet de créer vraiment en continu, en soirée aussi, de la vie autour de cet ensemble, et c'est à mon avis essentiel. Je l'ai déjà exprimé tout à l'heure, ce qui fait que ça fonctionne à Mulhouse, c'est la synergie des acteurs, quels qu'ils soient, associations de commerçants. On est aujourd'hui, ce sont ces fameuses courbes qui font que Mulhouse est aujourd'hui à contre-courant un petit peu des tendances nationales. On est à 417 ouvertures sur ces 6 dernières années, depuis 2011, 216 fermetures, donc on est à un rythme de 2 ouvertures pour une fermeture, et on a baissé de 44% les locaux vacants, puisqu'on était à plus de 109 pour 60 locaux vacants aujourd'hui. Des belles enseignes, hein. On est justement sur ces enseignes qui différencient un peu le centre-ville. On est la plus petite ville en France à avoir un Starbucks sur 300 mètres carrés. C'est pas un petit coin dans un petit corner dans un autre café ou un autre espace. On est sur un très beau salon, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Des enseignes très nouvelles comme Flying Tiger. On est sur la 12e ou la 13e ouverture en France. On devrait pouvoir annoncer dans les heures qui viennent l'ouverture d'une nouvelle enseigne internationale, et on devrait être la première ou la 2e en France. Dans le domaine de la déco. Voilà, vous connaissez certaines enseignes, ça permet de vous montrer un peu le positionnement et cette volonté aussi de monter en gamme ou d'avoir des choses assez originales et tendances. En plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir de bons résultats, puisque aujourd'hui les enseignes qui ont ouvert à Mulhouse, et ça vient un petit peu contre cette idée que vous avez peut-être qui colle un petit peu à Mulhouse, de ville industrieuse, pauvre, etc. Aujourd'hui, par exemple, Pandora fait plus de chiffres à Mulhouse qu'à Strasbourg. Nespresso a été la meilleure boutique de France en 2015.
Voilà, j'en passe. Donc c'est vrai que ça aide aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans, ça aide aujourd'hui à présenter la ville et à avoir des arguments pour attirer ces enseignes. La dernière très belle ouverture, je vous en ai parlé. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est aujourd'hui aussi le relais de la presse nationale et de la presse locale. Ce sont des éléments très très importants pour faire évoluer les esprits quand on part avec une ville qui a une image soit difficile, soit pas d'image, ce qui est quand même au départ plutôt un handicap. Aujourd'hui, c'est vrai que Mulhouse est souvent cité en exemple. Là, vous voyez le rapport du ministère sur la revitalisation commerciale des centres-villes qui a cité l'exemple de Mulhouse. Il y a eu un reportage au JT de France 2. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça participe aussi à cette dynamique-là, le fait de pouvoir maintenant communiquer, d'avoir ces relais. Il y a eu une enquête, les Éco-Procos, début janvier, début 2017. Les enseignes ont été interrogées sur quels sont les centres-villes qui ont le plus évolué ces dernières années. Mulhouse est arrivé 3e après Aix-en-Provence et Bordeaux. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis même assez content que Aix-en-Provence et Bordeaux soient avant nous, parce que sinon on aurait cru que ça pouvait être un petit classement des villes en grande difficulté mais qui évoluaient quand même. Non, voilà. Les réseaux sociaux, alors j'ai assisté à la fin d'un atelier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ne vous posez plus de questions. Les réseaux sociaux, c'est incontournable. Alors quel est le rythme d'alimentation? On est donc là, par exemple, sur une page qui s'appelle Mulhouse Ambiance Shopping, qui a été créée, il doit y avoir 4-5 ans maintenant. C'est 15 000 personnes qui suivent cette page. Aujourd'hui, pour vous donner l'impact d'une telle page, je vais prendre qu'un exemple. Je communique beaucoup sur les actualités, les nouveautés, les ouvertures. Aujourd'hui, quand un restaurant ouvre, j'attends 1 mois avant de communiquer, sinon il est débordé dès que la publication est parue sur la page. Le jour même, vous avez, voilà. Donc, autant pour un commerce, ça ne pose pas de problème. Il y a une caisse, on se balade dans le magasin. Autant un restaurant qui, le premier jour, est débordé en cuisine et en service, c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment l'illustration parfaite de l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux. Si on anime une page, comme j'essaie de le faire au quotidien ou quasiment, l'idée c'est bien sûr de répondre à tous les commentaires, c'est hyper chronophage, mais c'est incontournable aujourd'hui. L'impact aujourd'hui d'une page Facebook par rapport à même des articles de presse au niveau local, c'est beaucoup plus impactant. Vous êtes dans un monde où il y a quand même beaucoup d'actualités que vous pouvez mettre en ligne, un nouveau livre, votre avis, votre dernière lecture. Voilà, il y a quand même matière à faire. Et aujourd'hui, on arrive à drainer de nouveaux clients. J'entendais aussi, on a du mal avec Facebook à avoir de nouveaux clients. Quand on crée une page, il y a 0 abonné au départ. Donc ces nouveaux clients, n'oubliez pas que sur Facebook, vous avez aussi le droit de faire de la publicité, qui aujourd'hui est relativement accessible en termes de coûts. Donc on arrive à draguer de nouveaux clients et à attirer de nouveaux clients qui ne sont pas forcément au départ des clients de votre lieu. En résumé, je dirais que pour réussir, il faut d'abord une volonté politique, puisque le projet Mulhouse Grand Centre, c'était évidemment le projet d'un maire, Jean Rotner, qui est aujourd'hui le maire de Mulhouse. Des objectifs qui soient partagés, arriver à mettre tout le monde autour de la table et à partager ces objectifs. Des règles qui soient respectées, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est vrai qu'avec les agents immobiliers sur la vacance commerciale, le travail de prospection, l'accompagnement des porteurs de projets indépendants, parce que j'ai parlé des enseignes nationales, mais je reçois aussi tous les porteurs de projets indépendants pour les aider au maximum dans leur ouverture. Les actions engagées, effectivement, il faut un peu travailler. Les résultats aujourd'hui sont un facteur clé de succès aussi à Mulhouse, puisqu'ils viennent alimenter une dynamique et prouver l'évolution. Les échanges en permanence, il faut trouver, j'organise tous les mois, ça a été longtemps hebdomadaire, pendant 2 ans, tous les mardis, on s'est retrouvés, ouverts à tout le monde, avec des ateliers du commerce, ouverts aux clients et aux commerçants, de 8h30 à 10h, tous les mardis, on se retrouvait. Aujourd'hui, ces ateliers existent toujours, mais c'est 1 fois par mois, mais ça permet d'avoir ces échanges permanents au-delà de ceux qu'on a en réunion ou dans d'autres temps. Facteur clé de succès à Mulhouse, c'est les énergies passionnées. Je recite les associations de commerçants qui sont très dynamiques. Et puis, il faut jamais rien lâcher parce que rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, dans ce monde du commerce qui est en pleine mutation et qui est souvent rude, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, on a la chance d'avoir une belle ville, donc c'est aussi un facteur clé de succès. Je vous remercie.
Merci Frédéric pour cette leçon de ténacité et toutes ces bonnes recettes qui ont vraiment donné leurs résultats. Je vous propose maintenant d'accueillir Philippe Graal qui va nous parler d'un sujet un peu moins fun, un peu plus opérationnel, enfin un peu plus concret, qui est celui de l'action foncière dans les centres-villes et les centres-bourgs. Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Et rapidement, je vais vous décrire très vite à quoi sert un établissement public foncier, en l'occurrence d'État. Rapidement aussi vous donner quelques exemples dans des villes anciennes, des cœurs de villes anciens, des grandes villes, des villes moyennes de centre-bourg, du Poitou-Charentes, parce qu'en fait la Nouvelle-Aquitaine a été créée il y a quelque temps, mais nous on vient juste d'être compétents depuis quelques semaines maintenant sur l'ensemble du Limousin, Poitou-Charentes et une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce que je voudrais aussi, c'est garder un petit temps pour essayer de propager et de continuer de surfer sur la dynamique un peu positive des deux précédents intervenants, pour essayer de vous donner des idées ou essayer de vous contribuer à l'élan que vous pouvez créer, parce que c'est vrai qu'en tant que libraire, vous avez cette créativité, cette attractivité aussi qu'il ne faut absolument pas négliger et ne rien lâcher autour de tout ça, parce que vous êtes aussi une des caractéristiques de la France belle dans notre pays. Il faut en être fier, il faut être fier il y a plein de villes qui sont confrontées aussi, y compris que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, à des problématiques de déclassement des villes anciennes, et vous en êtes, en tout cas c'est une vraie conviction, nous dans nos fonctions, dans ce qu'on essaie de faire un peu au jour le jour, dans ces problématiques de dynamisation des cœurs urbains. Donc rapidement, les EPF, il commence à y en avoir un peu partout en France. Donc c'est des outils de l'État ou des outils des collectivités locales qui sont juste en deux mots faits pour analyser le foncier, acheter et puis essayer de le revendre ensuite avec l'accord et le travail avec la collectivité pour créer de l'activité économique, du logement et des choses comme ça. Et donc on est vraiment aussi au cœur parce que c'est toujours la même problématique, c'est dans nos villes, on n'attirera que si on peut se garer pas très loin des commerces, sans être juste devant non plus. S'il y a peut-être une corbeille de géranium, si le maire n'a pas l'argent pour tout refaire la rue piétonne, mais aussi s'assurer qu'il y ait bien aussi des logements autour des commerces. C'est juste des fondamentaux qui permettront aussi aux commerces de vivre en centre-ville. Bon, rapidement, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on fait, mais en 3 mots, ou en 4 plutôt, pardon, c'est tout en rouge là-haut, notre intervention, c'est catalyser, intervenir, limiter le risque d'investissement du privé et contribuer à renouveler. Les actions, c'est rapidement, c'est de l'acquisition foncière, c'est essayer de contribuer à limiter l'extension urbaine aussi en recyclant, en remettant sur le marché du foncier, tant pour de l'habitat que pour du foncier commercial, parce qu'effectivement, Mathilde le disait tout à l'heure, s'il y a une masse assez infinie de foncier commercial qui se crée chaque année, c'est effectivement le fruit, et ça, il faudra qu'on se pose un peu des questions, mais je suis assez optimiste sur le débat, et vous pouvez en être un des acteurs aussi pour contribuer massivement à cette prolongation de la prise de conscience qui commence à durer depuis quelques mois, voire 2 ou 3 ans déjà, sur les centres-villes, qui effectivement, c'est des stratégies d'investissement pour développer des centres commerciaux à l'extérieur. C'est un parti aussi que nous, par exemple, dans le cœur de Niort, on a réussi à trouver des investisseurs qui sont prêts à investir dans le cœur de la ville, et ça ne pénalise en rien, c'est vraiment ces schémas de marché complètement différents. Ça ne pénalise en rien, par exemple, cette enseigne sur laquelle je vais revenir rapidement, le chiffre d'affaires à l'extérieur. Vous voyez, c'est cette affaire-là, en fait, il y a trois petites photos qui vous illustrent à peu près une vieille galerie commerçante, traversante, des années 50, 60, 70, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais pas là, moi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vieillit très mal, qui n'a jamais marché, ou qui, encore plus, est devenu totalement obsolète, voire un boulet pour le centre-ville. Donc, il y a eu des aménagements publics assez majeurs dans le cœur de Niort. Et puis, notre intervention qui a duré 3 ans d'acquisition foncière, 1 an pour la cession, 9 mois de travaux, un investisseur qui vient et qui installe une grande enseigne
une grande enseigne, mais en cœur de ville, et alors qu'elle a un établissement qui est aussi dans un méga complexe à l'extérieur. Et ça, si vous voulez, ça a été quand même quelque chose d'assez fort et qui a permis tout en s'assurant qu'il y ait aussi une limitation progressive de ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, ça a permis de rebooster tout ça et on est en train de reproduire exactement la même opération à l'extérieur. Ce qui est important aussi, c'est que sur des villes comme bien plus pénalisées, ou en tout cas bien plus en difficulté, comme Loudun, eh bien, on a des vitrines vides sur lesquelles on essaie de commencer à investir aussi. C'est pareil sur Thouars, sur des villes qui sont pourtant pas très loin d'endroits extrêmement connus comme Chinon ou Saumur, et qui ont du mal peut-être à se positionner par rapport à ces deux villes-là. Donc il commence à y avoir un réseau des maires et également du coup du repérage foncier, de l'analyse des vitrines vides et progressivement donc une acquisition foncière, remise sur le marché, morcellement du foncier pour libérer des enseignes, des cases commerciales pour que des enseignes ou des commerces indépendants naturellement viennent s'implanter dans des rues piétonnes qui sont également assez intéressante. Ce qui est fort, si vous voulez, c'est à la fois la grande enseigne, mais c'est aussi le petit commerce de centre-bourg. Et ça a été quelque chose, vous avez vu la carte de France tout à l'heure, qui est assez d'outils fonciers qui existent en France. C'est une volonté forte du ministère du Logement et de l'Urbanisme, qui a aussi une représentation dans ces fameuses CNAC, CDAC, dont on a parlé tout à l'heure. Et les témoignages de vos homologues de ces deux villes sont assez poignants. On n'y va pas comme ça sur un recours, hein. Il faut vraiment bien préparer le dossier. On est face à des enjeux qui sont colossaux, des enjeux qui sont terribles en termes de rentabilité, en termes de puissance et d'avocats. Et tout à l'heure, votre homologue libraire de Nevers également indiquait que voilà, il faut s'équiper un petit peu pour se faire respecter. Même si c'est des choses qui ne sont pas tout à fait parfaites, hein. C'est des choses, le poids de la périphérie qui écrase les centres-bourgs, qui écrase les centres-villes, on en parle, Mathilde le rappelait tout à l'heure depuis les années 70. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est aussi une dynamique là, qui est en train d'être lourdement à l'ordre du jour et qui... et j'ai envie de dire, on n'a plus le choix maintenant. Donc il y a plein d'outils qui commencent à se déclencher. Le gouvernement précédent avait commencé à lancer des idées intéressantes sur les centres-bourgs. Le précédent encore, enfin dans la précédente majorité, avait lancé un programme de revitalisation des quartiers anciens dégradés également. Vous voyez, il y a tout un tas d'outils qui existent, mais il va falloir aller plus loin assez rapidement. Et là, nous, modestement, avec nos outils et nos moyens financiers, on essaie de contribuer tant pour la grande enseigne que pour le commerce de centre-bourg qui, vous le voyez bien, si ce commerce disparaît, eh bien, c'est quasiment la totalité du centre-bourg, mais c'est valable aussi dans le cœur de centres anciens. Bon, là, c'est un bar-tabac, non, c'était un bar-restaurant de mémoire, qui était fermé depuis 10 ans, des choses qui pénalisent totalement, alors que vous avez quelques commerces autour, et s'il y en a un qui est fermé, eh bien, c'est la cascade, et c'est des choses qui dérapent très, très vite. Donc, il faut aussi que vous soyez très vigilants à ce qui se passe autour de vous. La question des loyers est fondamentale, il ne faut pas se laisser faire. Ça peut paraître enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment le cœur de votre rentabilité aussi, de votre soutenabilité. Et puis, quelque part, on va en parler tout à l'heure, sur d'autres axes sur lesquels il faut absolument investir. Comme par exemple, voilà, ça c'est un endroit où on en parlait avec Mathilde Schild il y a quelque temps, à Saint-Mexan, où vous avez un de vos homologues qui a fermé pour des questions de loyer et de mauvais positionnement, par exemple, dans certaines rues piétonnes. Donc c'est des choses là, par exemple, nous on va essayer de densifier, de recentrer, d'aider même au déplacement de certaines enseignes commerciales pour mieux se recentrer sur des endroits qui sont dans le cœur de ce qui peut être la ville de Saint-Mexan, qui est difficile, hein. C'est une ville médiévale à côté d'une abbaye. C'est pourtant un lieu magnifique. C'est pour ça que
Tout à l'heure, on parlait de la France moche, mais il y a aussi la France belle. Et la France belle, il ne faut pas avoir peur de la mettre en valeur aussi. Et sans vouloir faire des allusions politiques d'actualité, mais moi qui suis originaire de Bordeaux et de Bretagne, j'ai beaucoup passé de temps, notamment à Arles, qui était une ville, pour ceux qui connaissent, très orientée vers la photographie, un peu d'archéologie. Il y a eu des investissements publics, mais finalement, le centre-ville bougeait très peu. Et puis, vous avez là aussi un des éditeurs bien connus en France, mais qui a développé un concept aussi pour développer des activités connexes à la librairie, être ancré dans l'actualité, être ancré dans la vie de la ville. C'est valable pour la photographie à Arles, mais par exemple, vous voyez, j'étais dans une ville du sud-ouest il y a quelque temps, il y avait une exposition d'un grand photographe de Pierre Boulat, qui était sur un couturier ultra connu et magnifique, et quelque part, voilà, il y avait des bouquins qui étaient disposés là, et dans l'expo, on m'a dit, allez à la librairie, machin, là, c'est bon, il n'y a pas de problème, ils l'ont. Puis on débarque là, non, mais vous savez, on a passé en stock, c'est pas possible, c'est trop suivi. Alors que vous avez une exposition quasiment nationale pour des spécialistes qui est juste à côté. Donc vous voyez, il y a aussi des choses comme ça qui sont essentielles. Alors, c'est pas ça qui fera tout le chiffre d'affaires de la librairie en question, mais il y a aussi ça qui doit être extrêmement ancré dans la vie de la cité, et c'est pas que des questions de loyer aussi, du coup, c'est des questions de situation, on le voit, de participation à une attractivité touristique peut-être aussi. Et puis, je vais conclure juste rapidement aussi, parce que, bon là, vous voyez, ça c'est dans un village, 1300 habitants, il y a 4-5 cases commerciales, il y a un pharmacien, il y avait un bar-tabac, et ben on réimplante une micro-supérette. Ça, c'est un vrai truc, par exemple. Vous voyez, tous les groupes, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, il y a des grands groupes alimentaires qui sont sur les hypermarchés, tout ça, leur modèle est sérieusement ébranlé. Et donc, ils réinvestissent les centres-villes. Et bien, il faut absolument surfer sur cette dynamique-là aussi pour aboutir à cette... Enfin, aboutir, ou en tout cas contribuer à redynamiser ces centres-villes. Voilà, donc juste pour conclure là-dessus, parce que on s'était promis de tenir dans le délai, parce que sinon vous allez tous vouloir partir à l'heure, et c'est bien normal. C'est quelles perspectives et quelles idées? Donc voilà, ce matin avec mon directeur Nicolas Proust, qui s'occupe du foncier commercial chez moi, on a essayé de lister quelques points qui sont importants. Moi je pense qu'il ne faut pas que vous ayez peur du tout d'être fier de ce que vous faites. C'est à la fois très personnel et très professionnel. Vous êtes des acteurs atypiques, vous n'êtes pas comme une charcuterie. C'est vraiment un poids majeur dans la cité. Et vous avez contribué des fois à relancer des cœurs de ville. On parlait d'Actes Sud tout à l'heure sur Arles. Il y a d'autres villes qui animent, d'autres librairies qui animent des places. Je pense à la librairie Guillemot, par exemple, ou la machine à Pont-l'Abbé, ou la machine à lire à Bordeaux, voilà, qui sont juste des endroits où on a envie de venir butiner. Il faut absolument que vous encriez aussi sur les investissements publics. Je pense ce qui me frappe par exemple à Aubusson, alors je ne sais pas comment fonctionne la licorne, je n'ai pas eu le temps d'y passer encore, mais si vous voulez, c'est à Aubusson, vous avez les cités internationales de l'épicerie, on aime ou on n'aime pas, mais vous avez des Américains qui passent là. Si vous n'arrivez pas juste à choper tout ça un petit peu, à développer avec la commune aussi des activités connexes, eh bien ce sera peut-être un peu dommage. C'est des choses comme celle-ci qui sont essentielles. Vous êtes bien au cœur de l'animation de la cité, donc ça il faut aussi, tout à l'heure vous le disiez monsieur Hannevert, c'est être ancré aussi avec les dynamiques culturelles, c'est dans le film aussi. Et pour terminer sur cette problématique qui est très forte, moi je pense qu'il ne faut pas la laisser retomber. Vous êtes très bien organisé dans votre organisation. Il est essentiel que vous fassiez le relais de ces problématiques-là, que vous avez tous aussi au sein des acteurs de la ville, de l'urbanisme commercial, de la culture, et j'en passe. Il y a d'autres points aussi qui sont assez essentiels. Et ça, il ne faut rien lâcher non plus. J'aime bien votre expression, hein, Mulhouse, parce que c'est vraiment ma culture aussi. Il ne faut pas hésiter non plus à ce que vous investissiez tout. Le cœur de Saint-Mexant, la rue piétonne dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez juste un commerçant, je ne citerai pas de l'activité, ça n'a aucun intérêt. 60% de son chiffre d'affaires, il le fait en commerce électronique.
Il est sur une rue où il y a peut-être 80% de vitrines fermées. C'est la spécificité. On vient là parce qu'il est attractif et on commande de loin aussi. Donc c'est valable aussi pour vous tous. Sur le commerce électronique, c'est essentiel. Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas en commerce électronique à Aubusson, à Nevers ou à Pont-l'Abbé? Il n'y a pas de raison, je veux dire. C'est aussi appuyer aussi toute votre créativité que vous avez par rapport à d'autres champs du commerce. C'est une vraie spécificité attractive. Et là, n'hésitez pas aussi à ce que peut-être il y ait une sorte d'appui d'anciens salariés pour s'implanter dans d'autres endroits où il n'y a pas de librairie. Pourvu que tout ça soit extrêmement connecté avec le secteur concurrentiel, naturellement, les fondamentaux du commerce, parce que de toute façon, c'est avant tout un commerce, mais c'est aussi un commerce qui a des fondamentaux qui sont ultra puissants. Bon, clairement, il faut aussi qu'on secoue, et ça, on s'y emploie massivement, et c'est pour ça qu'on a appelé ça avec Mathilde Phil un comité de soutien aussi, mais d'accompagnement à l'installation. Vous le disiez très justement tout à l'heure, il y a des acteurs du commerce qui vous représentent dans les CDAC, mais qui vous représentent ailleurs. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas du conseil aussi, comme on le fait pour les startups, et bien du conseil aussi pour s'implanter dans des endroits un petit peu atypiques, mais dans lesquels il n'y a absolument pas de toute façon de librairie accessible. Voilà, et également soyez très attentifs, mais je pense que ça a été assez dit, et je terminerai par ce dernier point, sur les volontés des villes. Soyez au cœur de la vie de la cité aussi, même si je suis d'accord avec vous, les questions des CDAC et des CNAC ne donnent pas des résultats extraordinaires non plus en termes de respect de la volonté des élus locaux, mais pour ça, il faut aussi qu'ils fassent de la planification de long terme, sinon ça ne marchera pas. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à évoluer, même si on a été pas mal... tout cela a beaucoup changé aussi depuis quelques années quand même. Voilà, j'ai été trop long, je vous prie de m'en excuser, mais en tout cas, écoutez, continuez, et puis surtout, saisissez les opportunités pour que la librairie continue à animer massivement les villes de notre pays. Merci pour cet exemple très opérationnel d'acquisition de locaux commerciaux et de réimplantation de commerce dans des centres-villes ou dans des centres-bourgs. Je ne sais pas combien de temps on nous laisse encore pour évoquer la place particulière des libraires dans les centres-villes ou si on propose des échanges avec la salle. Je regarde. On enchaîne ? On y va ? Alors, on avait simplement prévu de questionner encore un petit peu Wilfried Séjot sur son expérience à Nevers et son action sur les centres-bourgs, sur le centre-ville, en quelques minutes, peut-être avant d'échanger avec la salle, où il y a sûrement beaucoup d'exemples du même type de centre-ville en déprise, où les libraires ont un rôle particulier à jouer. Oui, merci. Je vais pas être très long, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites, et puis surtout, il y a beaucoup de questions qui ont été abordées au cours de ces 2 jours, et notamment dans les ateliers, sur le rôle que peut jouer la librairie, parce que je pense que déjà une des premières missions de la librairie, c'est effectivement de tenir, de se développer, de fidéliser ses clients, d'en conquérir de nouveaux. Je crois que c'était très présent dans les échanges qu'on a eus au cours de ces 2 jours. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que la première chose, c'est de se mobiliser et de voir quels sont nos atouts et nos forces. Et effectivement, on en a beaucoup. En tant que libraire, nous, on est maintenant confrontés à double enjeu, double concurrence, puisqu'on a celle du e-commerce et puis aussi celle, effectivement, des zones périphériques. Mais je crois qu'on a, au niveau de la profession, commencé à se mobiliser fortement déjà depuis pas mal d'années pour trouver des réponses par rapport à cela. Et effectivement, je crois que ce qu'apporte une librairie en centre-ville, c'est qu'à mon avis, elle attire puissamment des clients sur un périmètre assez large, notamment en milieu rural. Moi, je m'amuse à Nevers, j'ai pas encore tous les outils nécessaires, mais notamment à regarder les chèques qu'on a, on en a encore pas mal, et on constate qu'on a une zone de chalandise de facilement 50-60 km à la ronde, puisqu'il n'y a plus aucune, malheureusement, librairie à 40 ou 50 km à la ronde, mais en même temps, on a tout un tas de gens qui sont du coup dans une démarche où, quand ils viennent à Nevers, ils prévoient de passer à la librairie, donc c'est un apport direct de clientèle aussi pour les autres commerces du centre-ville.
Et je crois que la plupart des libraires ont compris cet enjeu, et notamment en développant des sites internet qui permettent à ces clients-là de passer leurs commandes et de faire leurs réservations, parce qu'ils ne vont pas faire deux fois 50 km, une fois pour le commander, une fois pour venir le chercher. Donc je pense que c'est important qu'on soit tous outillés par rapport à ça pour aider aussi nos clients à venir chez nous. Bien sûr, l'importance des animations qu'on peut faire en librairie. Je crois que la librairie est l'acteur culturel privé sans doute le plus important maintenant des villes. Et je crois aussi qu'il faut bien avoir en tête que notre destin est lié aussi avec les autres commerces de centre-ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a vraiment une baisse de fréquentation du centre-ville, on ne veut pas considérer que nous, on va continuer à s'en sortir et que les commerces autour de nous vont fermer les uns après les autres. Donc je pense qu'il y a vraiment des alliances à passer avec les commerces de centre-ville, des synergies à réfléchir, des actions commerciales éventuellement concertées, des animations concertées. On en fait quelques-unes. Moi, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de bars et de restaurants, et c'est vrai que notamment l'été, on invente des animations le soir qui font un peu travailler tout le monde. Du coup, nous, la librairie reste ouverte. On a obtenu la piétonisation du quartier le soir, donc ce qui permet aux restaurants, aux cafés de sortir les tables et éventuellement nous proposer des dédicaces, des animations diverses. Donc je crois qu'il est vraiment important que la librairie ait un rôle à jouer avec les autres commerces, et notamment les autres commerces indépendants, mais pas seulement, éventuellement avec les enseignes, mais c'est plus facile de nouer souvent des liens avec les indépendants, et de s'investir dans les associations de commerçants, qui, à Nevers, une association s'est remontée qui fédère quasiment tous les commerçants de la ville, et c'est aussi une force très importante pour mener des projets collectifs. Voilà quelques pistes, mais je pense que tout le monde avait déjà un peu en tête ce que je viens de dire, et ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir aussi d'autres expériences de libraires. Merci beaucoup Wilfried. Frédéric, vous voulez ajouter un mot sur votre exemple mulhousien ? Oui, je vais être assez rapide parce que je pense que c'est dans les questions que ça va être le plus intéressant. Moi, j'avais noté par rapport à la question qui était comment peuvent être acteurs les libraires de cette revitalisation. D'abord parce que la culture, l'art est un élément fondamental de l'attractivité du centre-ville. Donc aujourd'hui, vous êtes dans le domaine qui fait la différence justement par rapport à ce qu'on va trouver sur le web et ce qu'on va trouver en périphérie. Le métier de libraire, c'est quand même l'activité qui permet un lien assez phénoménal parce que vous n'avez pas qu'une clientèle, vous touchez à la fois les jeunes, les familles, les seniors. Quand on vend une BD, on ne la vend pas à une personne qui achète un roman. Souvent dans une librairie, il y a de la presse. Voilà, donc on est sur des publics très variés qui parcourent vos commerces. Ce n'est pas le cas de tous les commerces. Évidemment, la librairie est une source d'animation, d'événements, j'allais dire facile. J'ai bien conscience que d'organiser un événement, ce n'est jamais facile. Ça demande de la logistique, ça demande de l'énergie, ça demande parfois un peu de dépenses. Mais ça reste quand même un métier qui fournit une multitude d'occasions d'organiser plein de choses. Ça peut être effectivement une dédicace, ça peut être aussi, j'ai noté, le libraire, c'est aussi le lien avec les commerçants. C'est à l'occasion d'une soirée, faire appel au traiteur d'à côté, faire découvrir le nouveau chocolatier qui vient d'ouvrir. Une nouvelle enseigne, aujourd'hui, les enseignes nationales sont assez friandes d'échanges et elles ont un peu de moyens de temps en temps. Et donc elles permettent parfois d'alimenter aussi votre événement avec des choses un peu atypiques. N'ayez pas peur d'aller voir aujourd'hui, en plus souvent quand on vous dit enseigne nationale, dans les villes de taille moyenne, ce sont souvent quand même des indépendants qui sont franchisés, etc., qui ont envie aussi de participer à la vie de la ville. Et on a aujourd'hui, je prends l'exemple de Flying Tiger, qui a fait avec un café, alors c'est pas une librairie, mais le temps d'une pause, une animation avec des ateliers pour les enfants. Voilà, au départ, c'est une enseigne nationale et un indépendant qui, dans l'imaginaire collectif, n'auraient pas eu vocation forcément à travailler ensemble. La librairie, c'est aussi une multitude de thématiques. On peut passer de la gastronomie au voyage, au sport, voilà, les champs sont assez larges pour à un moment faire des connexions qui ne sont pas forcément les connexions auxquelles on pense immédiatement. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. On est aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Mulhouse, sur 4 librairies généralistes. La dernière à avoir ouverte, c'est 47 degrés Nord dont j'ai parlé tout à l'heure. On a une enseigne historique, Place de la Réunion, qui est les librairies Bizet. On a Chapitre qui est resté, qui a quitté Mulhouse, mais au bout de 6 mois, c'est Littéra qui s'est installé. Donc il y a du monde. On a 4, sans compter la FNAC, on est à 4 avec la FNAC de grandes librairies généralistes.
Et la dernière qui est ouverte, c'est donc 47 degrés nord dans la maison Engelmann dont j'ai parlé. Et j'allais dire, et aujourd'hui les libraires disent, voilà, ça n'a pas été une concurrence supplémentaire, parce qu'il a réussi à créer un lieu où finalement, j'en fais partie, les gens qui n'achètent pas régulièrement des bouquins, là-bas on a envie d'y aller, il se passe quelque chose, et il a attiré une clientèle aussi par son environnement. On arrive dans une galerie avec de l'alimentaire, le traiteur, le café, une ambiance sympa, et finalement on se fait prendre au jeu de la librairie, on parcourt les rayons et on se fait happé par voilà, la diversité. Il y a toujours un sujet qui va nous intéresser, il y a toujours quelque chose qui est mis en avant de manière originale. Et voilà, je pense qu'il y a de la place vraiment aujourd'hui. Et on a aussi 4 autres librairies spécialisées. Et je vais terminer sur cet exemple puisque c'est le plus récent aussi. Canal BD, on est sur 300 mètres carrés que de BD. Et ça devient une librairie pâtisserie salon de thé. Voilà, et vraiment pâtisserie, avec de la vraie pâtisserie. Et je pense que c'est aussi ces ambiances-là qu'il faut arriver à créer, ce mélange un petit peu, avoir des, je ne vais pas dire concept store, mais d'arriver à trouver des choses complémentaires qui font vivre aussi la librairie autrement. La librairie, c'est un endroit où on aime passer un peu de temps, et donc il faut que vous fassiez en sorte qu'on ait envie d'y passer du temps, et que plus on y passe du temps, plus on s'y sente bien. Voilà. Merci beaucoup Frédéric, merci à vous et à l'EPF Nouvelle-Aquitaine pour ces interventions qui ont bien montré la multiplicité des leviers qui sont à disposition des collectivités, qui sont pour certains innovants, mais pour d'autres assez classiques, qui sont pour certains onéreux, mais sinon pour la plupart accessibles à tous, avec notamment des outils comme ceux que vous avez présentés, Facebook, etc. L'exemple de l'EPF n'a pas été particulièrement développé, mais l'EPF intervient, on va dire, gratuitement pour le compte de la collectivité parce qu'il se finance sur un impôt qui est réparti à l'ensemble sur l'ensemble de la région. Et donc pour les collectivités, ça ne coûte finalement rien de le faire intervenir. Par contre, ça lui permet de mener à bien son projet. Donc on a une globalité d'actions possibles, mais qui ne prennent de sens que lorsqu'elles sont au service d'un projet, c'est-à-dire d'une stratégie, d'une vision d'un territoire. Et c'est là aussi où les citoyens ont la capacité à mobiliser leurs élus lorsqu'ils considèrent que cette vision n'est pas suffisamment clairement établie. Et ça demande de l'énergie. Mais j'ai cru comprendre que sur ces 2 journées de réflexion, eh bien, l'énergie, il y en a beaucoup qui a été manifestée et que vous l'avez en vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions, des remarques ou des expériences locales, nous serions heureux de les entendre et d'échanger avec vous. Bonjour, moi j'ai une petite librairie dans les Landes et le problème c'est que je ne peux pas parler avec le micro, ça va être compliqué. Alors, le problème c'est les Landes, ce qui vient de se passer. Du côté de Mont-de-Marsan, donc à l'est on va dire, ils ont créé une énorme structure commerciale avec un Leclerc essentiellement. De l'autre côté, à 50 km, ils sont en train de finir de créer la même, aussi grande sinon plus. 50 km plus loin, ils parlent de refaire la même. Auchan s'est désisté il y a quelques mois, mais bon, ils cherchent une autre enseigne. Donc, on est en fait le département aussi grand que la Belgique, avec la population qui représente à peu près la population de la ville de Toulouse, avec des grandes surfaces commerciales, avec un taux le plus important de France par rapport au nombre d'habitants. Et ça, donc, c'est pour le département. Localement, dans la rue principale du village où je suis implantée, la communauté des communes s'est tellement intéressée au village que la rue qui devait être refaite, ils l'ont ensablée. Ils ont mis juste une petite couche de goudron dessus. Je vous laisse imaginer le résultat. Donc ma question, c'est à qui faut-il s'adresser quand on est dans une telle situation ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages auxquels on répondrait globalement ? Eh bien, écoutez, je vais répondre sur sur le département des Landes en attendant que ça motive d'autres interventions. Pardon.
Oui, alors moi, c'était une question extrêmement pratique, principalement pour Monsieur Marquet, je pense. Existe-t-il des outils à disposition des collectivités pour, entre guillemets, contrer l'installation d'enseignes qui ne sont pas propices à la dynamique du commerce local? Je pense aux banques, mais bon, qui sont un petit peu en perte de vitesse, mais nous, dans notre cas, nous sommes entourés par 8 à 9 agences immobilières, ce qui fait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux répondre. Alors, il n'y a pas d'outil qui soit hyper efficace. Je dirais que l'outil qui permet aujourd'hui de manager le mieux possible un centre-ville, on ne maîtrisera jamais tout. Il y aura toujours des ouvertures qui n'iront pas dans la logique et dans les objectifs qu'on s'est fixés. Mais je considère que le métier de manager du commerce, c'est justement d'anticiper au maximum. Aujourd'hui, avec la base des locaux vacants, dans ma base des locaux vacants, je suis aujourd'hui à 60 locaux vacants, mais j'ai aussi 30 locaux qui sont susceptibles d'être disponibles. C'est-à-dire que j'ai des commerçants, ou des enseignes, mais plutôt des commerçants, qui m'ont indiqué que dans les 2 ans qui viennent, s'il y a une opportunité, ils sont ouverts à. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, la meilleure réponse à la problématique, c'est d'anticiper. Et de savoir que tel ou tel local va bientôt être disponible, savoir éventuellement, avant qu'il le soit vraiment, avant que ça soit sur la place publique, pour déjà imaginer ce qu'on va pouvoir y mettre et nouer les contacts avant que, qu'on ait la mauvaise surprise d'une activité qui ne va pas aller dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et aujourd'hui, ça reste la meilleure façon de fonctionner. Par rapport à ça, moi, je suis relativement prudent sur la taxe concernant les friches, parce que j'essaye plutôt d'avoir une relation de confiance avec les propriétaires et je ne suis pas certain que si j'arrivais avec la menace après, chaque territoire est différent, chaque contexte est différent et parfois chaque propriétaire est différent et il faut parfois peut-être arriver jusque-là, mais c'est dans cette anticipation qu'on arrive aujourd'hui à Mulhouse à ne pas avoir d'ouverture qui ne correspondent pas, à quelques exceptions près, et encore j'en ai pas en tête là sur les 2-3 dernières années. Il n'y a pas eu une ouverture de banque là où on n'en voulait pas, il n'y a pas eu une ouverture de restauration rapide peu qualitative là où on n'en voulait pas, etc. Alors pour compléter sur cette question des agences des services, il y a aussi un dispositif dans le PLU qui permet à certains endroits d'interdire l'implantation d'activités de services. Vous pouvez dans le PLU, sur des rues marchandes que vous considérez comme stratégiques, notamment des angles de rue, parce que souvent les agents, alors autrefois c'était les agents immobiliers, maintenant ils ont pris un peu de plomb dans l'aile, mais les agences bancaires notamment sont très friandes de ces emplacements qui sont souvent très visibles. Vous pouvez tout simplement, la collectivité a la possibilité d'interdire l'implantation de services en agence dans des rues commerciales principales. Enfin, pour répondre à la question de Mont-de-Marsan, je crois que l'exemple que nous a donné Wilfried Ségeau de la dynamique qui a été insufflée dans le secteur du centre-ville où il se trouve à Nevers, de dire on a obtenu la piétonisation de tel secteur du centre-ville, c'est finalement l'action collective. Alors, si vous êtes seul dans le centre-bourg où vous êtes, n'hésitez pas aussi à solliciter les citoyens pour qu'ils vous aident à porter votre parole si elle n'a pas déjà été entendue auprès des élus de la ville et de l'agglomération, puisque c'est quand même ce sont nos principaux interlocuteurs. On évoquait aussi la chambre de commerce et la chambre des métiers qui sont aussi censés représenter les intérêts des commerçants. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, le commerçant parfois se trouve un peu seul. Et aujourd'hui, il a la possibilité, notamment à travers les réseaux sociaux, de collecter l'adhésion des habitants, des citoyens, des gens qui travaillent aussi dans le centre-ville pour essayer de porter plus fort ce message et que leur présence soit mieux prise en compte dans les politiques publiques, parce que ça n'a pas l'air effectivement d'être suffisamment le cas. Excusez-moi, j'ai une question. Pour être sûr d'avoir un peu compris, vous avez dit que les mises en place des grands Leclerc, Auchan, etc., c'était une question de financiarisation immobilière, c'est ça? Et je crois que le monsieur qui est passé là disait que ces Leclerc et ces Auchan n'allaient pas si bien que ça. Donc, est-ce que vous confirmez en fait que ces implantations sont plus liées à une question de finance qu'à une question de rentabilité? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Je peux répondre à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qu'on peut traiter en même temps? Alors, je ne sais pas si on peut la traiter en même temps. Librairie La Parenthèse, à Annonay, taux de vacances commerciales 20,6%.
Le rapport de l'inspection générale des impôts qui est paru en fin d'année passée, que j'ai consulté, avait l'air de dire que de toute façon au-dessus de 20%, c'était quasiment foutu. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout quand la volonté politique n'est pas au rendez-vous? Merci pour ces questions. Alors pour revenir sur le sujet du commerce de périphérie, oui, effectivement, les hypermarchés sont de moins en moins rentables. En tout cas, les rendements au mètre carré des hypermarchés Auchan que vous citiez notamment, mais toutes les grandes enseignes de très gros magasins que sont les hypermarchés diminuent. Les chiffres publiés cette année le montrent encore. Et c'est justement parce que ces rendements diminuent que ces groupes de distribution, qui sont aussi des foncières, c'est-à-dire qui sont aussi propriétaires d'immobilier commercial, compensent leur faible revenu, enfin la faiblesse de leurs revenus liés à la vente dans leurs hypermarchés par la construction d'immobilier commercial pour équilibrer entre guillemets leurs recettes et maintenir leur capital, voilà, maintenir la valeur de leur entreprise. Donc c'est paradoxalement totalement lié. Et finalement, ces enseignes ont su anticiper cette faiblesse de la consommation en voyant que les pratiques de consommation évoluaient, que les hypermarchés avaient moins la cote que des formats plus petits, comme les supermarchés. On voit Leclerc, Super U qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Et donc elles ont anticipé en se positionnant comme acteurs de l'immobilier commercial et en louant des boutiques à d'autres enseignes pour compenser tout simplement leurs recettes. Donc effectivement, c'est tout à fait corrélé. Alors, est-ce qu'à partir de 20% de vacances commerciales, c'est foutu? Je vais vous dire que non, puisque Philippe Graal présentait tout à l'heure l'exemple de Saint-Mexan. Il y a bien plus que 20%. Je pense qu'on est à 50% de vacances commerciales dans certaines rues. Et pourtant, il y a un espoir de remettre sur pied un centre-ville marchand. Mais il est certain que dans des situations comme celle que vous venez d'exposer, le centre-ville ne peut plus conserver la taille qu'il a aujourd'hui. Ça veut dire que dans certaines rues où la vacance commerciale est trop forte, et nous avons le cas sur un grand nombre de villes en région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il faut pouvoir faire le deuil d'un certain nombre de linéaires en disant ici, il y a trop de cellules vacantes, on n'y arrivera pas parce que s'il y a 20% de cellules vacantes, j'imagine qu'il y a au moins 20 ou 30 locaux commerciaux vacants. Finalement, la meilleure volonté du monde n'arrivera peut-être pas à revenir là-dessus. Par contre, on peut mettre en valeur ce qui reste, le développer et trouver une autre fonction à ces pieds d'immeubles en travaillant immeuble par immeuble, en se disant tiens, là on peut remettre du logement parce que derrière il y a une cour, on peut faire un jardin, c'est sympa. Là on peut mettre des locaux d'activité, tiens, là on peut faire un logement accessible aux personnes handicapées. Il y a un travail de dentelle qui peut se mettre en place. Mais effectivement, il faut la volonté de le faire. Alors, soit à l'échelle municipale, soit comme on voit l'exemple en Nouvelle-Aquitaine, où il y a aussi un interlocuteur public, qui est l'établissement public foncier, qui peut aussi aller un peu passer par-dessus, enfin pas passer par-dessus, mais encourager et être proactif parfois à la place de la collectivité pour agir concrètement dans le tissu commercial. Mais Annonay n'est pas en région Nouvelle-Aquitaine, j'en ai bien conscience. Bon, écoutez, je crois que nous avons fait le tour des questions. Merci beaucoup de votre attention et bon retour dans vos régions.